Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à celles et ceux qui se sont déplacés ce soir pour cette dernière séance, dernière date du séminaire Geste de la Révolte. Nous avions d'abord prévu de faire une séance de conclusion et de synthèse, mais on s'est dit que c'était un peu dommage de ne pas aller un peu plus loin ce soir en étoffant un petit peu le programme. Nous avons donc rajouté un petit peu plus de matière, mais c'est ce soir donc aussi une date qui anticipe un petit peu sur l'an prochain, ou ce que nous aimerions poursuivre l'an prochain à partir de janvier, certainement, entre janvier et juin, comme cette année d'ailleurs, hein, donc avec sans doute environ 6 dates, une fois par mois, à partir du tout début de l'année 2026. Margot Méran s'excuse de ne pas être présente. Elle aurait dû être là avec moi, bien sûr, comme chaque soir, puisqu'elle est, évidemment, on est à part égale co-responsable et organisateur de ce séminaire. Alors, elle ne se sent pas très bien, elle est un peu souffrante, la situation là ne permet pas d'être ici ce soir à mes côtés, mais c'est en notre nom à tous deux hein, que je parle, et c'est un texte partagé, une élaboration commune que je vais présenter avec bien sûr certaines parties un peu plus du mien, un peu plus du sien, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est élaboré et travaillé ensemble. Donc, je porte un petit peu aussi sa voix. Et l'an prochain, donc évidemment, c'est ensemble, cause que nous poursuivrons. Alors, pour anticiper, pour déjà un petit peu développer sur ce qui serait l'an prochain, peut-être les directions que nous prendrions, il serait question ce soir de lien entre la révolte et la sublimation dans l'activité euh, créative, dans l'activité professionnelle. Euh, donc, comment effectuer une dialectique entre l'activité, la révolte, dont le thème cette année a été travaillé, et quelque chose qui aurait une valence sublimatoire. C'est dans cette perspective-là que nous avons intitulé la date de ce soir, après un petit revirement donc, politique de l'institution, puisque c'est dans l'institution, dans un cadre, que doit s'inscrire l'activité sublimatoire. Ce sont des notions, ces notions de cadre, d'espace qui accueillent l'activité potentiellement sublimatoire, qui ont fait l'objet de nos réflexions actuellement avec Margot et qui poursuivront, je pense, d'être étudiés un petit peu plus l'année prochaine. Bon, ce qu'on a vu cette année, c'est qu'il y a une révolte qui peut s'avérer destructrice, voire autodestructrice, qui a une dimension pulsionnelle qui est en jeu, que qui dit dimension pulsionnelle, que ce soit euh, dans l'engagement politique, ou bien que ce soit dans la littérature avec Kafka, ou bien que ce soit dans quelque chose à la frontière de l'individuel et du social avec les hikikomori au Japon, tel que nous en a parlé Raphaël Benhamozig, ou bien encore dans la problématique de l'anorexie mentale. Il y a une dimension de destructivité, il y a une dimension d'autodestructivité également, qui crée une ambivalence. Quand on parle de cette révolte, même quand elle est créative, chez Kafka, on est obligé de parler aussi d'une certaine ambivalence de sa révolte, qui est orientée vers la créativité, mais dans laquelle, indubitablement, il y avait aussi des balances, des aspects de repli sur une sphère symptomale, pas entièrement sublimée. Dès le premier séminaire, dès la première date du séminaire, hein, j'avais un peu abordé cette question de l'ambivalence des jugements portés sur la révolte. Et je disais que cette ambivalence des jugements portés sur la révolte, en fonction aussi des options politiques, conservateurs, progressistes, etc., j'avais proposé d'avancer qu'elle était
elle faisait en même temps partie elle-même de la révolte. L'ambivalence des jugements portés sur la révolte fait partie de ce monde-là, des gestes de la révolte, donc qui soient singuliers dans la créativité, mais une créativité qui, on l'a dit, est toujours aussi partagée. Kafka était avec Max Brod, et il n'y a pas d'écrivain isolé, ou que ce soit politisé, ou même quand ça apparaît comme un pur symptôme. Les hikikomori et leur repli social, Raphaël Benamozig avait bien montré et souligné combien ça s'inscrivait dans le contexte anthropologique, dans une culture. Donc, le singulier est traversé par le social, y compris dans les formes de ces expressions qui peuvent apparaître comme les plus singulières, les plus symptomales. Euh, alors maintenant, euh, nous n'avons pas directement abordé la notion de pulsion, mais c'était quelque chose qui était sous-jacent. En particulier, lorsque a été étudiée la fois précédente, il y a un mois, cette nouvelle de Kafka intitulée Un artiste de la fin. Donc, il y a une forte dimension pulsionnelle qui est présente dans cette présentation par Kafka d'un jeûneur, d'un artiste qui jeûne finalement jusqu'à en mourir. Et qui dit pulsion ici dit temporalité gelée, temporalité bloquée, donc une révolte figée qui s'éternise jusqu'à la perte du sens de toute temporalité, de toute historicité. Donc c'est une pulsion qui, quelque part, devient indicible presque jusqu'au bout, devient si aliénante qu'elle s'avère en tout cas mortifère puis létale, et qu'il n'y a presque pas de mots pour pouvoir la dire, à peine à la fin de la nouvelle, et qui coïncide, pour ainsi dire, avec la mort de Kafka lui-même. Donc tout ceci avait été évoqué voici un mois. Alors ça tombe, pour ainsi dire, juste pour nous permettre d'aborder cette question passionnante. Qu'est-ce que c'est une sublimation de la révolte? Est-ce que on peut dialectiser? Est-ce qu'on peut conjuguer sublimation et révolte? Est-ce qu'on peut les conjuguer? Alors, il y aura, essayer de ne pas faire quelque chose de trop scolaire, mais il y aura quelques moments de cette présentation. Je commencerai par, très classiquement, euh, décrire ou définir la sublimation chez Freud. Bon, sublimation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut croire le savoir, ou chacun peut-être a son propre abord de cette notion. Bon, c'est un concept clinique qui est employé, mais qui n'est pas forcément connu pour autant, qui a été critiqué aussi. Et j'en dirais plus qu'un mot, j'en dirais plusieurs choses. Ces critiques en partie pertinentes, en partie non pertinentes, je montrerai de la notion de sublimation chez Freud. C'est une notion qui a été paradoxalement idéalisée dans le champ de la psychanalyse, alors que, je dis paradoxalement, parce que justement, la révolte, en théorie, c'est ce qui s'oppose à l'idéalisation, et pourtant, c'est une notion qui elle-même a pu être idéalisée comme euh, une sorte de panacée, comme quelque chose qui serait la réponse à tout. Donc, mais en particulier dans le champ analytique, on verra que la révolte n'est pas forcément connue pour autant. C'est une notion plurivoque, la sublimation. Qu'est-ce que c'est qu'une activité sublimatoire? Voilà, ça ne va pas de soi de le dire. En tout cas, elle s'est trouvée un peu désincarnée. Premier constat, elle s'est trouvée dans le champ de la psychanalyse post-freudienne un petit peu désincarnée. Quand on parle de la sublimation de façon commune, on a l'impression que le corps n'est pas très présent, alors que la sublimation s'appuie sur les pulsions, et donc on ne peut pas sublimer sans corps. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Ça, c'est quelque chose, en premier lieu, d'important qu'on peut affirmer. Il ne s'agit jamais de verser dans le romantisme du génie désincarné, ou dans l'éloge d'une sublimation éthérée, spiritualisée, à laquelle on prêterait toutes les qualités parce qu'elle serait hors corps. Ça serait, pour ainsi dire, une sorte de vision mystique, mystico-spirituelle de la spiritualité, euh, peut-être précisément un petit peu anorexique, donc pas forcément déconnecté des thèmes de notre séminaire, mais en tout cas quelque chose qui ne serait pas pris dans la vie pulsionnelle, dans la chair elle-même.
Or, la définition freudienne de la sublimation indique bien que c'est une question de pulsion. La pulsion est déviée donc, de son but sexuel pour se mettre à la disposition d'activités socialement valorisées par la culture. Donc d'abord la pulsion, ensuite une déviation de la pulsion euh, et sa mise à disposition euh, pour des activités que la culture valorise socialement. Alors, chacun de ces mots mérite d'être l'objet d'une attention. Il y a beaucoup à en dire. Donc, une déviation. Bon, d'accord. Ça veut dire on se saisit, ou la culture se saisit, et je vais en dire deux mots, de la pulsion pour la dévier, pour la mettre au service de quelque chose d'autre. Qui opère cette déviation exactement? Voilà, est-ce que c'est la culture, au fond? Est-ce que c'est le sujet? Je vais y venir. Dans une autre de ces définitions, Freud indique c'est une modification du but de la pulsion. Là aussi, déviation, on modifie le but, on change d'objet, un changement d'objet. Mais là non plus, Freud ne dit pas qui est l'acteur, qui est l'agent de cette action, de cette effectuation. Euh, Est-ce que c'est le psychisme? Est-ce que c'est voilà, la spiritualité? Non, sans doute pas. Donc Freud indique, à travers cette modification du but de la pulsion, notre échelle de valeur entre en jeu. Il souligne que c'est pas anodin que la culture valorise les activités euh, sublimatoires. Il y insiste. Donc, et il dit ça compte dans le processus. C'est quelque chose qui a une importance. Enfin, dans une troisième définition, toujours en des termes assez proches, hein, Freud décrit la pulsion met à disposition du travail culturel des quantités de force très grandes. Donc la pulsion met à disposition des quantités de force, bon, une énergie. Bon. Alors bon, mais qui met à disposition? Qu'est-ce que c'est cette pulsion? C'est pas un agent, ça se balade pas dans la rue, les pulsions. Donc qui prend cette pulsion pour la mettre à disposition? Donc toujours le même problème, un petit peu, hein, que je dis de trois façons différentes à travers ces trois définitions. Voilà. Qui est l'agent quand même de la sublimation? Donc, dans cette dernière définition, bon, Freud continue, voilà, par suite de cette capacité chez la pulsion de déplacer son but sans perdre son intensité. Donc, bon, il y a une capacité d'échanger le but de la pulsion, donc un troc du sexuel contre quelque chose qui lui est apparenté psychiquement. Donc l'idée d'une déviation, l'idée d'une si on opère euh, une traduction linguistique, une métaphore, ça serait un petit peu lacanien, c'est-à-dire l'idée d'échange linguistique, l'idée d'un détournement, l'idée d'une transposition. On a une pulsion euh, qui est quelque part l'objet comme ça euh, d'un déplacement. Donc, qui dévie la pulsion? Qu'est-ce qui dévie la pulsion? C'est maintenant puisque j'ai soulevé la question, je vais quand même pas faire simplement que poser pas que la poser. Voilà. Alors, mon hypothèse, notre hypothèse, c'est que c'est des processus de socialisation. Freud décrit la pulsion est déviée, elle est mise à disposition euh, d'activités culturellement valorisées par la société. C'est pas la pulsion elle-même, c'est pas le sujet, c'est pas un choix du sujet. C'est ce que on a osé avancer. C'est pas une automodification interne de la pulsion. Il faut que ça soit étayé par un contexte, par un cadre propice. Autrement dit, il n'y a, selon nous, pas d'autodétermination libre du sujet de l'inconscient qui planerait au-dessus des phénomènes. Euh, il nous a semblé qu'il n'y avait aucun espace éthéré où un sujet abstrait pourrait choisir en toute liberté de sublimer plutôt que de se livrer à une orgie ou à un carnage. Euh,
libidinalement non sublimatoire. Voilà. En tout cas, la clinique psychanalytique, la clinique nous a pas semblé permettre de postuler une pure liberté de détermination du sujet lui-même, par lui-même, une autodétermination qui flotterait dans les cieux, du psychisme, et pas non plus de la pulsion. Euh, D'autant plus que la sublimation, ou d'autant moins plutôt que la sublimation, elle implique des processus intrapsychiques assez complexes. Lorsqu'on se penche sur la cuisine pulsionnelle, Freud donne quelques détails à ce sujet, c'est pas un processus simple en fait. La libido se désexualise, elle se transforme, elle change de nature. Eros, désexualisé, se caractérise par sa plasticité, euh, qui le rend apte à être utilisé pour toutes sortes d'objets. Et à travers cela, l'activité sublimée renforce comme ça l'investissement du côté de quelque chose qui est valorisé. Je reprends ici quelques expressions de Sophie de Mijola-Mellor, qui est un auteur qui a écrit sur la sublimation et plusieurs textes et ouvrages sur lesquels un petit peu je me suis appuyé ici et que j'ai consulté. Donc, même si nous n'avons pas accès aux conditions de socialisation de nos patients, de patients depuis une position clinique, depuis une position psychanalytique, euh, rien ne peut nous faire oublier que la sublimation s'effectue dans un contexte, nous proposerions de parler de socialisation de la pulsion, qui est favorisée par son inscription dans un cadre social, un contexte éducatif. Il y a un portage, pour parler avec Winnicott, socio-éducatif et politique du sujet. Holding, la proposition d'un environnement suffisamment étayant, suffisamment satisfaisant pour que la pulsion fasse l'objet d'un soin et d'une transformation qui permet justement sa désexualisation à travers l'action contraignante en partie du social, dont la famille, dont les soins intimes font déjà partie. Les soins apportés au sujet dès son plus jeune âge sont socialisés. C'est une voie de socialisation. La famille, après tout, est une entité sociale. Donc, il faudrait dire, d'après ce que nous proposons, c'est un contexte socio, familiaux, éducatif, tant intime que politique, donc familial, social, politique, institutionnel également, euh, qui va permettre à la pulsion enfin, de se trouver déviée de son but sexuel pour être mise à la disposition d'activités culturelles. Il y a un primat à ce niveau-là du collectif, du structurant socialement, de l'interpersonnel, donc de ce que Winnicott appelait effectivement ces activités de portage qui soutiennent le sujet et qui le promeuvent dans un monde partagé en lui évitant toutes les angoisses de l'effondrement que connaît sinon le jeune enfant de façon pérenne si elles ne sont pas esquivées grâce justement à l'attention de ceux qui prodiguent des soins fondamentaux au début de l'existence. Donc voilà, il n'y aurait aucun primat, jamais, d'une insondable décision individuelle, mais primat du collectif, le social, familial, politique, institutionnel. Ça vient d'en haut, si on peut dire, par la politique, par la société, par le groupe, par l'établissement professionnel aussi. Ça, c'est important, on parlera du travail. Un peu plus tard, s'il y a sublimation possible dans le travail, c'est aussi parce que le cadre collectif, social, existe et qu'il le permet, qu'il le promeut. Euh, Parfois aussi, le cadre psychanalytique, clinique, hospitalier, institutionnel au sens ici de la psychiatrie institutionnelle, qui est socialisé, permet que les pulsions soient saisies, utilisées, manipulées, déviées, mises à la disposition d'activités
valorisé. C'est la socialisation du sujet qui détermine son aptitude à sublimer. À ce niveau-là, euh, on a raison de rappeler que Freud insiste, c'est certains auteurs, notamment Sophie Mijola-Maylor, certains auteurs ont raison de rappeler que Freud insiste sur la distinction, la différence entre idéalisation et sublimation. Alors, dans l'idéalisation, le sujet est conduit à verser sa libido, son énergie psychique, libidinale, au compte des idéaux de la société. Donc à adhérer à toutes sortes d'idéologies aliénantes, de sectarisme groupusculaire, de religiosité, de tractations politico-politiciennes et autres questions létales pour la liberté de penser. Donc, dans l'idéalisation, il y a versement au compte de la libido, versement pardon, de la libido au compte des idéaux sociaux, dans leur forme la plus, on va dire, strictement idiote. Le sujet assiste à la déperdition de sa capacité d'agir parce que la libido va servir les intérêts de l'idéal. Elle se met en même service d'un surmoi social sadique. L'idéal surmoïque va entrer en phase, donc en droite ligne, avec le moi idéal du sujet, avec l'idée que le sujet se fait de lui-même, et les idéaux de l'individu et ceux de la société entrent en résonance pour embrigader, endoctriner, militariser le sujet qui se trouve uniformisé dans la masse. Et on trouve ici toute la problématique que Freud inaugure dans la psychologie des foules et analyse du moi, c'est-à-dire la question de la foule et de la constitution d'une identification des individus qui se désindividualisent, qui se désingularisent dans la foule, qui perdent leur capacité individuelle en grande partie d'agir au profit donc d'une agentivité collective. Euh, et Freud indique que c'est une hypnose. Pour Freud, il y a identité de nature entre l'hypnose et les phénomènes de foule. Par la voie de l'identification, tantôt à l'hypnotiseur, tantôt au leader, donc au meneur dans la foule, qui joue le rôle d'hypnotiseur. Donc ici, il n'y a aucune sublimation de la pulsion, elle n'est pas mise dans une activité, elle est mise dans un support projectif qui est la figure de l'idéal, qui entre en résonance avec l'image idéalisée de l'individu, elle-même identifiée euh, à toutes les images idéalisées, imaginaires de tous les autres membres de la foule, donc tous ensemble au service d'une même cause. L'idéalisation, ainsi, alors, se distingue de la sublimation. Dans la sublimation, il s'agit au contraire d'une incitation à une activité. Un certain contexte socialisé incite le sujet à agir de façon créative. Peindre, écrire, chanter, danser, travailler. Le corps est mobilisé et la libido désexualisée se déploie et elle investit des objets sans venir tout entière se déverser dans une image fixe et aliénante. C'est tout le mystère de l'activité sublimatrice, ce qui fait son caractère un peu incompréhensible. Qu'est-ce que font les artistes? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est qu'elle ne sert personne. Elle ne sert aucun idéal, elle ne sert rien. Elle n'obéit à aucun surmoi, sadique ou non. Elle se manifeste simplement par un déploiement d'activité au dehors. Donc par le jeu mouvant des facultés sensorimotrices dans le champ de l'expérience avec la manipulation d'objets, de choses dehors. Alors, bien sûr, les activités sublimatoires, elles portent, ça c'est Paul Denis
qui le souligne dans un article intitulé Emprise et sublimation. Donc ces activités sublimatoires, bien sûr, elles vont porter sur des objets substituts inconscients de figures autrefois érotisées, où l'inconscient s'en mêle. Il y a le corps de la mère, où sa trace, son empreinte, érotisée, quand même, qui vient ensuite jouer comme un fantôme à travers les objets et le corps de figures érotisées, des surdéterminations dans les contenus inconscients et conscients qui viennent densifier toutes les activités sublimatoires, écriture, peinture, travail, choix de partenaires, de jeux et de sport. Tout cela est bien sûr aussi libidinalisé ou relibidinalisé à travers ensuite un flux et reflux d'activités inconscientes. Mais l'activité se déploie dans le monde et non comme fantasme. Ce point aussi, on y reviendra, c'est une activité qui est portée par la pulsion dans le champ extérieur. Et porter ici est le terme important. Il y a un portage de la pulsion, un portage collectif, portage social, euh, qui vise autre chose donc qu'une image idéale, aliénante, qui vise l'activité en tant que telle. C'est l'activité dans la sublimation qui est en et pour elle-même sa propre fin. Le versant énigmatique de la sublimation provient du fait que l'activité sublimatoire se déploie à travers les objets sans servir. Petite pause, petite respiration. Alors, euh, dans la philosophie critique, Théodore Adorno, l'un des membres fondateurs de l'école de Francfort, euh, théoricien, alors quand on dit théorie critique, ça veut dire critique marxiste également, parce que théorie critique, c'était le nom qui a été donné aux États-Unis à cette école de critique marxiste de la société. Bon, parce que une fois qu'ils ont été exilés aux États-Unis, il fallait quand même qu'ils ne prononcent pas trop le nom de Marx, alors ils ont dit théorie critique et pas théorie marxienne. Bon, mais les États-Unis ont quand même abrité ces penseurs. Bon, alors, Théodore Adorno. Bon. Il semble, dans un texte important qui a été publié en 1951, assimiler un peu trop vite la définition freudienne de la sublimation à la version un peu philistine bourgeoise du sublime. Euh, semble y avoir un malentendu précisément sur la base de cette question de l'activité qui est valorisée et pas du résultat, et pas de l'idéalisation. Donc, dans les Minima Moralia, qui sont écrits en fait entre 1947 et 1949, pour être publiés juste un peu plus tard, Théodore Adorno il souligne des choses intéressantes. Il y a beaucoup de vrai et beaucoup de faux dans ce qu'il dit de la sublimation. Sur la base justement de ce que je viens de dire, on peut un petit peu mieux comprendre en quoi est-ce qu'il s'y prend bien, en quoi est-ce qu'il s'y prend mal dans sa critique d'une vision bourgeoise qu'il prête à Freud, un peu à tort d'ailleurs, même beaucoup à tort, de la sublimation. Il y a un malentendu. Euh, Freud était sans doute pas aussi dupe ou bourgeois que Adorno le pense. Alors, un artiste, même dépravé, c'est ce que souligne Freud, a besoin de sublimer pour créer, au sens strictement freudien, pour activer sa capacité à peindre, à sculpter. Une personne a besoin de se livrer à la sublimation ou d'être livré à la sublimation. Et ce, d'autant plus que le produit final de l'activité de dessiner, de peindre, de sculpter serait obscène ou le caractère de l'artiste hystérique ou histrionique. Donc, alors, c'est le contraire que dit Théodore Adorno dans les Minima Moralia. Il indique les artistes en fait ne subliment pas. Dans une sorte de vision un petit peu
démystificatrice de la sublimation, il indique, en réalité, c'est une illusion psychanalytique, dit Adorno, et euh, ça se voit au fait que les œuvres d'art reconnues sont indésirables socialement, qu'elles sont transgressives et rejetées. Euh, et donc, Adorno continue, il faudrait dire que les artistes manifestent des instincts violents, névrotiques, qui éclatent librement et se heurtent à la réalité. Alors, il y a une vision dionysiaque, un peu nietzschéenne ici de l'artiste, comme quelqu'un qui fracasse des instincts dans ses pulsions, dans une libre euh, cour sexualisée. Et alors, Adorno continue, même le Philistin qui rêve du comédien comme, disons, d'un comme d'un sauvage, donc même le bourgeois qui fantasme le créateur comme quelqu'un de dépravé serait plus proche de la réalité que Freud, euh, dit Adorno. Et donc, Adorno, dans ses Minervalia, défend l'idée d'un artiste qui est caractérisé par une absence extrême d'inhibition, ici c'est une citation, hein, hystérique, qui dépasse toutes les angoisses imaginables, avec un narcissisme exacerbé, poussé aux limites de la paranoïa. Donc ici, Adorno, il présente une vision un petit peu réécrite, mais pas tant que ça, de la vision classique du génie, à la limite de la folie, en fait. Et vaste question sur lesquelles ont été écrites beaucoup de choses. Mais c'est dans le but de s'en prendre à la définition freudienne de la sublimation pour dire Freud a tort. Et pour dire, en fait, les artistes ne subliment pas, ils sont dans l'idiosyncrasie, dans la singularité la plus absolue. Alors, euh, ah, il semble que Freud n'a pas été aussi bourgeois que ça dans sa définition de la sublimation qu'Adorno le disait, mais pourtant, il y a quelque chose de très intéressant quand même, qui est souligné dans cette vision des choses, c'est que Adorno souligne que les artistes sont aussi des êtres qui ont des pulsions qui apparaissent parfois au grand jour comme très vives, que la créativité mobilise la vie pulsionnelle aussi sous une forme désublimée. Alors, Adorno mentionne les lettres pornographiques que Mozart adressé à sa cousine. Mozart écrivait des lettres érotiques à sa petite cousine, très crues, très cochonnes. Et voilà. Et il dit, en fait, c'est de la sublimation, c'est le même caractère sublimatoire qui est à l'œuvre là-dedans que dans le professeur aigri qui se livrerait à des indécences lorsqu'il se croit non surveillés. Et donc, Adorno dit sur cette base, mais ce qui est aussi intéressant, que en fait, l'art se démasque ici comme quelque chose qui n'est pas sublimatoire, mais qui, au contraire, est l'expression d'une pulsion. Ça vaut la peine, enfin, Adorno était loin d'être un imbécile, ça vaut la peine d'être quelque chose que l'on prend au sérieux. Le malentendu porte sans doute sur le fait que pour Freud, ce qui est sublimatoire, c'est l'activité. Qu'importe le résultat idéalisé ou non sous forme d'œuvre, l'activité est sublimatoire, même si la résultante est un portrait de nu très cru. Euh, donc, l'activité est sublimatoire, même quand le produit final est explicitement quelque chose d'érotique. Euh, cette école de Francfort, avec ses prolongements sur le sol américain, a eu raison de dire que Freud s'était lui-même un petit peu, quelque part, aventuré sur des terres, disons, étrangères à la vocation première de la psychanalyse, en faisant cesser l'étude des supports corporels, les supports matériels, pulsionnels de la sublimation. Ça, c'est quelque chose qui demeure pertinent et légitime.
dans un éloge funèbre d'un psychanalyste d'origine allemande qui s'était exilé aux États-Unis à Los Angeles. Un proche collègue, le plus proche collègue de Théodore Adorno, qui était Max Horkheimer, avec qui il partageait toutes leurs idées, euh, indique que Freud et ses disciples euh, ont été d'implacables ennemis des idéalisations intellectuelles qui abritent des repères métaphysiques de l'esprit. Donc, que Freud avait combattu toute philosophie idéalisante, intellectualiste, et il a raison, Horkheimer, faisant l'éloge donc de Ernst Zimmel, de continuer en disant que la psychanalyse encourt le danger de faire la paix avec la mécanique de l'ordre social établi en perdant son intérêt pour les substrats très matériels, très concrets, pulsionnels, somatiques, corporels, des phénomènes qu'elle étudie. Donc faire la paix avec la mécanique de l'ordre établi, perdre son élan philosophique au sens le plus fort du terme, subversif si on veut, et se dégrader en un dispositif qui n'est qu'un auxiliaire de la routine professionnelle. C'est effectivement un risque de la clinique analytique lorsqu'elle cesse de s'intéresser à ce que, y compris la sublimation, a de plus saillant dans son ancrage dans la matérialité pulsionnelle. Pour résumer ce point, euh, Adorno fait sans doute bien de nous rappeler que les génies créateurs ont aussi des expressions très crues, sexualisées de la vie pulsionnelle, qui sont traversées sans doute autant par ces expressions désublimées ou régressives que portées par la société, et euh, que s'il y a expression sublimatoire très forte, il y a sans doute aussi expression pulsionnelle des sublimés très vive. On voit aussi ces questions apparaître dans d'autres champs. Par exemple, dans l'armée, lors des guerres, armée qui, par son organisation, implique que les soldats soient enrôlés dans des activités sublimatoire, désexualisé, euh, puisque combattre, se livrer à l'activité au sens propre militaire est une sublimation en tant qu'activité, en tant que pratique socialisée, mais c'est quelque chose qui mobilise l'énergie pulsionnelle d'une telle manière que il y a aussi renforcement des expressions crues, désexualisées, de la pulsion, à travers, hélas, ce n'est pas un hasard, euh, la vulgarité de la soldatesque, voire aussi les viols et manifestations d'une agressivité non sublimée, désublimatoire, qui apparaissent immanquablement sur les champs de bataille. Et je ne parle pas ici des viols comme outils, instruments, armes de dégradation que la hiérarchie euh, militaire emploie volontairement. Je parle ici des activités violemment désublimatoires, individuellement agressives, qui vont être euh, immanquablement repérées lorsque des soldats soudain se retrouvent isolés et violemment désocialisés, hors donc de leur cadre militaire qui les contraint à socialiser, qui les porte avec leur pulsion et qui, lorsqu'ils sont lâchés, effectivement, se retrouvent avec cette même activité pulsionnelle qui n'est plus portée et donc qui peut donner lieu à aussi actes de barbarie et agressivité et resexualisation immédiate. L'artiste, ici, ne doit pas être plus idéalisé, disons-le, que le soldat dans la troupe, à la fois traversé par des pulsions vives, par une activité qui peut être
culturellement valorisés, collectivement valorisés, mais aussi d'un coup revenir sous forme de percées pulsionnelles régressives. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la sublimation dans un cadre institutionnel et sur les politiques de l'institution? Alors, d'abord, que les outils de la sublimation sont ceux de l'activité. La sublimation requiert que le travailleur qui sublime dans un cadre socio-professionnel euh, est guidé quelque part par un social qui le porte sans adhérer aux idéaux de la société. L'idéal peut être présent en filigrane, il l'est sans doute toujours en partie, il peut servir de guide en filigrane à l'action, puisqu'il n'y a jamais autonomie totale et complète de l'activité, de la pratique sublimatoire, euh, surtout dans le travail. Il y a une porosité entre le dedans et le dehors de l'activité professionnelle. Le travail est une activité sociale. Le social procure des idéaux, relayés par le surmoi, intégrés. Et donc, il y a un mélange d'idéalisation, euh, aussi bien du sujet travailleur que de son contexte de travail et que du résultat de son travail, un mélange donc d'idéalisation à plusieurs niveaux et d'activité. Il n'y a peut-être que dans les addictions que le sujet peut se donner, qu'une personne peut se donner l'illusion de vivre en autarcie complète, en autonomie par rapport aux idéaux sociaux. Mais justement, bon, son désir est sacrifié, ce qui devrait peut-être être considéré comme révoltant. Euh, dans le travail, il y a un mélange entre idéalisation et sublimation. Les idéaux sociaux sont présents. On espère que le travailleur, le sujet travailleur, n'est pas complètement asservi, ne les sert pas entièrement, sans quoi il y aurait idéalisation, donc, et pas sublimation. Euh, et en tant qu'elle se distingue de l'idéalisation, la sublimation, euh, comme activité, est aussi une révolte contre les idéologies. L'activité donnant lieu à sublimation est émancipée. Elle investit la sphère extérieure, alors, sans être libre au sens d'une liberté irréfléchie et entière pour autant, puisque la pulsion est là, euh, la pulsion est là qui contraint à trouver des supports, des objets d'investissement et des objets pour se socialiser. Alors, ce qui compte, donc, ce qu'on souligne un petit peu aujourd'hui, c'est la fiabilité du cadre, qui donne confiance à la personne active. Le premier cadre, Winnicott l'indique, ce serait les bras du parent dans le holding, euh, qui socialise déjà les pulsions de l'enfant, du nourrisson, et qui les prépare à servir des buts socialement approuvés. Mais ce cadre des bras parentaux va être relayé par d'autres cadres, euh, cadre scolaire, puis cadre professionnel, lorsque les choses sont propices effectivement à une activité sublimatoire. Euh, pour rester émancipatrice, l'activité requiert ce type de repère non idéologique. Euh, donc il ne s'agit pas que ça verse dans une contrainte totalitaire, sans quoi, voilà, on retourne vers l'idéologie, vers l'idéalisation. En psychiatrie, l'activité thérapeutique est enrichie par des contextes qui permettent que se déploie une inventivité, une créativité singulière et collective. Bon, par des supports, par des objets, par des ateliers, par des concepts aussi, qui donnent des cadres, eux aussi. Finalement, pour soutenir les pratiques, en psychiatrie aussi, il y a besoin de parler dans des cadres théoriques. Alors, si ce sont ceux de la psychanalyse, on parle du transfert ou de l'inconscient. Parfois, de la notion de répétition ou justement des pulsions, comme on le fait ce soir. Euh, alors, on peut les parler, on peut les utiliser.
des praticiens mobilisent ces concepts sans qu'ils soient toujours nommés, mais euh, et comment est-ce qu'on fait lorsque effectivement tout est normé, quand il n'y a plus qu'une approche médicamenteuse, eh bien ça désocialise les patients, ça désocialise les enjeux de santé, ça les dépolitise, ça désinscrit la souffrance de tout contexte social et politique, où ça en prend un chemin, et donc il y a une désublimation. Dès qu'il y a désocialisation de ces enjeux, dès que le cadre théorique et clinique euh, n'offre plus des voies de passage entre le singulier et le collectif, une norme euh, dépolitisante, désublimante, qui empêche l'activité, qui empêche le libre déploiement d'une activité potentiellement révoltée ou potentiellement créative, eh bien, menace. Bon, pour continuer sur la question de la psychiatrie, il y a pourtant une multiplicité de ressources, des voies de passage, hein, pour continuer de faire de la clinique. La clinique, ici, c'est une activité sublimatoire. Dans le champ psychiatrique aussi, évidemment, qui ne se limite pas, bien sûr, à la distribution de médicaments, ou à l'effectuation d'évaluations, ou à la mise en place de dispositifs d'expertise qui tournent ensuite un peu à vide. Donc, on peut espérer qu'il y ait toujours des interstices possibles, un peu à l'insu des décideurs, dans leur dos parfois, mais ces pratiques quotidiennes, elles existent, même quand elles sont occultées. Euh, Par le fait donc des praticiens qui sont conscients qu'il y a des enjeux transversaux, non seulement à la psychiatrie, mais aussi à la société dans son ensemble. Autrement dit, ce qui déborde positivement du champ psychiatrique permet que la clinique psychiatrique soit une activité sublimatoire pour les praticiens et aussi pour les patients. Alors, on peut l'exprimer par des canaux un petit peu non officiels, puisque aujourd'hui la voie officielle est légèrement saturée par justement des experts évaluateurs ou des techniciens de dispositifs. Euh, alors c'est en fraude souvent que la socialisation de la clinique, ou que la clinique comme activité qui reste socialisée, euh, persiste à exister. Il y a une poignée de psychiatres qui le disent, qui l'écrivent, que la psychiatrie n'est pas que de la psychiatrie, que les apports de différentes approches en psychiatrie permettent d'ouvrir vers une sorte même de convergence des luttes, un débordement des enjeux de la souffrance psychique dans le champ social, mais il est devenu difficile donc de la montrer, cette transversalité. Et comme en parallèle, euh, la psychanalyse, elle, est perçue souvent à tort, mais c'est une perception des choses qui prévaut, parfois aussi à juste titre, comme une pratique embourgeoisée, ça ne va pas toujours non plus dans le sens des émancipations. Bon, alors là où il y a activité sublimatoire dans l'institution, l'activité s'effectue dans un cadre matériel et théorique qui déborde de lui-même vers le social un peu plus large, vers le politique. En tout cas, il y a un horizon vers le collectif où les pratiques s'inscrivent dans quelque chose d'un peu plus vaste. À condition donc que le cadre, tout de même, matériel, les moyens et théoriques aussi, les modes de pensée, les outils de pensée soient fiables. Il s'agit d'une activité socialisée, ouverte sur des enjeux plus vastes. Ça ne s'effectue que donc à travers un mélange aussi de pensée et d'action, de pensée et de gestes, qui ne se réduisent pas à des tâches mécaniques. Euh, L'activité professionnelle, quand elle est sublimatoire, elle est soutenue par une politique de l'institution qui porte des pratiques transversales, corps, psychisme et champ social. Le tout dans cette zone interstitielle que Winnicott nommait l'espace transitionnel, qui est l'espace qui n'est ni celui de la personne, ni celui de son entourage, mais un petit peu les deux en même temps, l'espace où des objets peuvent être à la fois découverts et inventés. Alors, bien, tout ça sans céder à l'angélisme.
puisque voilà, c'était un petit peu ce qui était indiqué tout à l'heure. Euh, même là, les voies sublimatoires existent, les tentations agressives, là où il y a pulsion, sont jamais entièrement euh, éloignées. Euh, la sublimation, puisqu'elle concerne la pulsion, peut aussi concerner des choses comme l'excitation, l'agressivité et le besoin de satisfaction. Ça va avec aussi des oppositions ou des conflictualités potentielles. Euh, c'est donc à la fois dans la diversité des objets substitutifs euh, et du côté de la présence du corps que la sublimation euh, trouve sa voie. Cette partie, je vais la clore par une lettre tardive que Freud adresse à Marie Bonaparte, son amie, un petit peu aussi confidente. C'est une lettre qui date de 1937, le 25 mai 1937, donc Freud n'en a plus pour très longtemps à vivre. Freud sublime, enfin, Freud sublime, Freud souligne que la sublimation, donc, c'est une application donc, de la pulsion à un domaine, ça on le sait déjà, où les réalisations sont socialement valorisées. Et il ajoute ici que les activités qui créent du changement sont toujours dans une certaine mesure destructrices, puisque mobilisant de l'énergie pulsionnelle. Elles redirigent une pulsion loin de son but original, et même l'instinct sexuel ne peut pas agir sans une certaine dose d'agressivité. C'est le Freud de la dernière partie de son existence, un peu pessimiste, mais c'est quand même justement là qu'il permet de penser ce que Adorno aussi soulignait, savoir en même temps destructivité et créativité. En même temps, Mozart qui écrit des symphonies et Mozart qui rédige des lettres cochonnes à sa cousine. Euh, une certaine dose d'agression, une certaine dose de sexualisation revient toujours. Par conséquent, dit Freud, il y a dans la combinaison des instincts une sublimation partielle même à l'état normal de la destructivité, qui est toujours une sublimation partielle dans toute activité de ce qui serait sinon un sadisme pur. C'est pas très optimiste, mais là aussi, c'est le Freud de la dernière partie de son existence. Hein, il y a la présence toujours silencieuse de Thanatos, de la pulsion de mort, qui va se socialiser ici sous forme d'une destructivité et qui serait présente manifestement sous forme de masochisme érogène ou de destructivité, si elle n'était pas d'emblée déjà euh, socialisée et partiellement sublimée. Voilà, tout ça donne beaucoup de pistes donc pour penser ce qu'il y a d'un petit peu dionysiaque dans la philosophie de Nietzsche de la créativité, ce qu'il y a aussi d'un petit peu dionysiaque dans cet extrait de Adorno que j'ai cité. La sublimation est sous-tendue par aussi une destructivité qui est corrélative de l'activité pulsionnelle. Il n'y a pas d'activité pulsionnelle sans des dérivés, sans des produits dérivés agressifs, puisque la pulsion, c'est aussi une quête de satisfaction sous forme d'abaissement de tension somatique, d'abaissement de tension du corps. Et lorsque cette quête de satisfaction sous forme d'abaissement des tensions du corps euh, ne réussit pas, l'agressivité et l'angoisse sont là aussi à portée de main ou à fleur de peau pour prendre le relais. Et donc, là encore, il y a proximité entre sublimation et ce que la société peut proposer comme activité socialisée euh, de moins proche de la création et de plus proche de la violence, proche de la brutalité, donc des choses qui utilisent aussi les pulsions, qui les socialisent, mais dans le sens d'une destructivité un peu plus explicite. Oh, je vais essayer quand même de publier un manuscrit que j'ai sur les bras depuis un certain temps, sur lequel je travaille trop. Euh,
et qui parle de ces questions. Je vais essayer de trouver une contrainte à m'en défaire avec un éditeur qui soit ni trop dans le commerce culturel, ni trop, disons, inhibé pour quand même valoriser un peu ça. Donc, pour réfléchir à cette jonction entre l'agressivité individuelle et violence et brutalité en tant que ce sont des produits socialisés des pulsions. Donc en tant que ce sont en effet des activités sublimatoires, même si c'est une sublimation qui est culturelle, mais qui peut devenir barbare. Walter Benjamin qui est un philosophe qui est décédé en 1940, avait cette formule, il disait, il n'y a pas de document de la culture qui ne soit en même temps un document de barbarie. Tout document culturel, tout produit culturel, est en même temps un produit d'une destructivité. En ceci, Walter Benjamin me semblait avoir raison, il n'y a pas d'activité, d'exercice socialisé culturel qui ne socialise pas en même temps les tendances destructrices de la vie pulsionnelle sur lesquelles effectivement elle s'appuie. Les théoriciens de l'école de Francfort, Theodor Adorno, Max Horkheimer, notamment dans leur éloge funèbre donc de Ernst Simmel, cet analyste d'origine berlinoise qui était allé ensuite à Los Angeles pour s'exiler, le soulignent. Il y a une double valence de toute activité pulsionnelle et donc aussi de leur socialisation sublimatoire, à la fois du côté d'une destructivité, violence éventuellement et brutalité, et peut-être du côté d'une élaboration créative, et donc de quelque chose qui est orienté vers l'activité inventive et vitale. Freud était, de ce point de vue-là, un petit peu plus naïf, peut-être, lui qui était toujours un peu surpris de voir que la culture, la culture, au sens viennois du terme, pouvait déboucher sur la destruction. Il y avait chez Freud une activité de pensée, certes immense, mais il a eu du mal à réfléchir au fait que la culture, la civilisation elle-même n'était pas par hasard aussi vectrice de guerre et inventrice d'armement, aussi bien que de quatuors à cordes et donc de violoncelle. Et Freud était tributaire d'une pensée de son temps, celle du 19e siècle, donc il était un homme, Freud, qui idéalisait la culture au sens d'une création d'activités nobles, de surmonter les instincts. Mais il avait plus de mal que ce Walter Benjamin, par exemple, à penser que tout document de la culture est effectivement aussi un document de la barbarie, parce que des pulsions, eh bien, il y a toujours ce versant aussi agressif qui persiste, même à travers leur socialisation. C'est dans la dernière partie de sa vie qu'il en a été sans doute le plus conscient. Euh, et les voies de la désublimation, euh, elles existent également, bien sûr, au travail. J'en ai parlé un petit peu dans la créativité artistique, j'en ai dit deux mots dans les armées. Euh, Christophe Dejour, psychanalyste, psychiatre qui a travaillé sur la question du travail, souligne que le travail devient aujourd'hui, peut-être de façon patente, euh, une activité désublimatrice à travers l'injustice et sa banalisation, donc manque de reconnaissance d'une activité qui est dévaluée au lieu d'être valorisée, à travers la souffrance au travail, avec le corps qui ne peut plus se livrer donc à des gestes qui sont source d'un certain plaisir et d'investissement pulsionnel, euh, à travers aussi des conflits qui deviennent virulents, qui là aussi virent à des réactions négatives dans les transferts de travail, dirions-nous dans un jargon un petit peu euh, technique. Car le corps est malade au travail et c'est un corps qui ne réussit plus à abriter sa libido contre les frustrations du monde extérieur et à l'utiliser dans un contexte qui le porte. Il y a des difficultés
à transmuer le corps laborieux en un corps traversé par une pulsion qui va être employé pour des buts socialement nobles. Quand la peur et la honte prévalent, quand le travail est une tâche et pas une activité, euh, donc quand il n'y a plus que le suivi d'une norme, on retourne vers cette idée d'idéalisation de la tâche en tant que tâche inerte, d'effectuation sans inventivité, où c'est la sacrificialité au service d'une idéologie, l'abnégation pour l'idéal qui prévaut, avec l'illusion d'une récompense. Et donc c'est l'échec du plaisir, de l'activité sublimatoire. C'est la contrainte de réalité qui devient trop forte. Ce ne sont plus des objets qui sont manipulés, c'est le sujet qui devient manipulé par les pulsions, par les tâches qu'il effectue, qui est automatisé, le sujet qui est agi par son travail, plutôt qu'il n'agit son travail et ses actions, qui est relayé par un culte de la performance et de l'évaluation euh, qui isole. Il y a une folie de la norme à ce niveau-là, qui travaille de l'intérieur la personne qui n'est plus en mesure de travailler d'une façon sublimatoire. C'est une servitude volontaire euh, qui cause une usure mentale, une tension. euh, on trouve dès lors l'institution non portante, incompréhensive, sans compassion pour les efforts. Ça induit des pratiques addictives, puisque entre l'idéologie de l'évaluation et de la performance et l'obligation de consommer des stimulants, il y a plus d'une seule voie de passage, il y en a de multiples. Il y a l'obligation pour le sujet d'être à la hauteur, il y a le désir de se montrer assez fort pour continuer de travailler. Euh, il y a également tout simplement une mise en phase d'un fonctionnement psychique et d'un fonctionnement social toxique, là où la sublimation permet d'accroître la sensibilité et donc d'éprouver la vie en soi-même à travers des activités. Lorsque le travail devient injuste, devient source de souffrance, au contraire, c'est une sensibilité qui s'amenuise et c'est une anédonie, donc un sentiment d'absence de plaisir, de neutralité désagréable qui s'installe. L'humain est un être vivant et il n'y a pas de neutralité plaisante chez les êtres vivants. Soit c'est plaisant, soit c'est déjà déplaisant. Et lorsque cela devient déplaisant, euh, c'est le règne des paradis artificiels ou des excitants qui risquent de prendre le relais. Merci beaucoup, Mia. Merci beaucoup pour le soleil qui tape un petit peu. Donc, il n'y a plus d'une voie de passage entre culte de la performance et de l'évaluation et addiction. On pourrait nommer aussi, puisque je parlais des armées et de la sublimation, le fait que pour soutenir l'effort de guerre, les soldats sont aussi souvent drogués. Là aussi, la sublimation dans ces contextes également de tensions vives ne s'accompagne pas seulement de plaisir, elle s'accompagne aussi d'une contrainte à agir, parfois trop, parfois plus que le corps ne peut le supporter. Donc il y a un mélange d'idéologie, de sublimation et d'addiction. J'espère, là aussi, si j'y parviens, donner un deuxième tome au travail en cours sur ces questions d'idéologie et d'addiction, des sublimatoires, euh, montrant que finalement, ce que Freud nommait la destructivité se répercute psychiquement de la même façon dans le collectif et dans la personne individuelle à travers des manifestations d'agressivité, euh, que ce soit donc lorsqu'il y a un endoctrinement idéologique ou que ce soit lorsqu'il y a des consommations toxiques qui semblent singulières et désocialisées, mais qui sont en fait le produit de pratiques collectives et culturelles. En tout cas, le constat apporté par des psychiatres, addictologues et psychanalystes euh, porte à penser que
pratiques addictives, aujourd'hui, sont moins recherchées parce que la drogue procure un plaisir que parce qu'elle permet de rester au niveau et de se fixer dans des activités euh, qui sont trop intenses pour être soutenables. Voilà, alors, petite respiration à nouveau. On aura bientôt fini, hein, moi, je ne vais pas tenir tant que ça. Voilà. Mais il y a Margot Méran donc, qui est pas là ce soir, qui avait travaillé également sur Christophe Dejour, dont j'ai parlé sur ces questions du travail. Alors, Margot Méran indiquait que Christophe Dejour prétendait ajouter deux nuances à la doctrine de Freud sur la sublimation. Alors, tout d'abord, qu'il n'y a pas que les artistes, dit Christophe Dejour, et les intellectuels qui ont accès à la sublimation. Bon, ça c'est quelque chose que nous avons vu. Toute forme de travail relève en droit de la sublimation en tant que c'est une activité. Euh, alors cette nuance, donc, elle vaut quand le cadre est suffisamment étayant, suffisamment porteur, suffisamment structurant pour que l'activité puisse se qualifier comme à la fois plaisante et donnant un peu de liberté au sujet. Alors une liberté de l'action, une liberté de mouvement, une liberté dans le choix de effectuer tel ou tel geste plutôt que tel autre. Donc, euh, l'activité sublimatoire, c'est pas effectivement forcément quelque chose d'intellectuel, ça peut être quelque chose de pratique à quoi toute personne peut avoir accès. Alors, une nuance qui peut prolonger cette remarque, c'est la suivante. Euh, Freud indique que ce sont des techniques de défense que la sublimation peut satisfaire à travers le déplacement de la libido et sa désexualisation. Euh, il y a une perception de la sublimation euh, pessimiste qui la présente comme un détournement de libido défensif. Euh, Ce serait une mise à l'abri de la libido contre les frustrations du monde extérieur. Et en effet, dans le malaise dans la culture, Freud écrit que il y a un déplacement des composantes libidinales de la pulsion sur le travail, sur les relations humaines, euh, pour les abriter contre ce que le monde extérieur peut présenter comme source de frustration. Objection à l'idée d'une sublimation, là aussi, qui serait satisfaisante parce que créative, c'est un mécanisme aussi de défense, c'est un déplacement qui vise à se protéger contre des frustrations. La sublimation euh, élève le gain de plaisir, mais elle isole potentiellement parce que c'est une manière de se protéger contre ce que le destin, sinon, nous réserverait comme déconvenu. Euh, Freud confirme, à travers cet extrait dans Le malaise dans la culture, que la sublimation est une activité qui va jamais sans un échec partiel. Si c'est une défense contre ce que les frustrations du monde extérieur risquent de nous imposer en termes de déconvenu, un échec accompagné des sublimations. Euh, Toute défense, qu'elle soit névrotique ou plutôt d'ordre psychotique, disons pour simplifier, est aussi un échec. Abriter la libido des coups du destin en sublimant, la mettre en sécurité, ici c'est une forme de fuite qui ne peut être entièrement couronnée de succès. La libido, ici, euh, se rapprocherait, lorsqu'elle est sublimée, d'une sorte de formation réactionnelle, névrotique. C'est un contre-investissement. C'est une déflexion de l'énergie pulsionnelle vers un abri. Alors, ce qui est passionnant à travers cette perception de l'activité sublimatoire,
comme une défense contre les frustrations, contre les déconvenues du monde extérieur, c'est que cette façon-là, un peu pessimiste, de percevoir l'activité sublimatoire, nous permet de mieux comprendre la solitude du chercheur ou de l'artiste ou de tout travailleur qui sublime au travail. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche. C'est parce qu'ils s'inventent un monde à l'abri des déceptions du monde extérieur, en déplaçant leur libido de façon symptomale, que ceux qui subliment se retrouvent aussi potentiellement isolés à l'intérieur de leur activité sublimatoire. D'où le risque d'une tour d'ivoire sublimatoire, loin des déceptions et des frustrations du monde. Donc, c'est également, je dois le souligner, un risque qui concerne la pratique de la psychanalyse elle-même, qui est menacée par le risque de devenir une pratique sublimatoire, mais isolée de l'ensemble de la société, dans une tour d'ivoire, ce qui générerait même potentiellement une confusion incestuelle des langues entre l'analysant et l'analyste, entre le thérapeute et le patient, donc, si l'on manque d'y être attentif. La sublimation, par quoi la libido vient à être investie dans des mouvements psychiques, eh bien, elle est aussi susceptible de suivre des chemins pathologiques, symptomaux, euh, des surdéterminations inconscientes. Euh, Or, l'activité de penser ou d'agir ne devrait pas évidemment causer une fuite du monde extérieur qui obérerait tout retour vers la réalité. On connaît, c'est vrai, des psys, si on peut dire, qui sont partis très loin dans leur pratique ou dans leur théorie et qui ne sont jamais revenus vers le social ou vers le politique. Ici, donc, sublimation peut rimer réellement, c'est une menace, euh, avec paradoxalement désublimation, non, pardon, avec dépolitisation, avec isolement dans une tour d'ivoire. Donc, alors que l'artiste part du monde extérieur pour revenir après un détour dans son intériorité vers le monde extérieur avec une œuvre, il peut y avoir des sublimations qui partent du monde extérieur et qui ne reviennent pas vers la réalité. Même si elles sont soutenues socialement et culturellement, elles se mélangent avec de l'idéalisation pour créer un isolement du travailleur ou du scientifique ou de l'artiste sans retour. Là encore, euh, les membres de l'école critique de l'école de Francfort avaient été conscients de ces risques. Théodore Adorno et Max Horkheimer avaient critiqué aussi, dans certains de leurs textes, la notion de sublimation en montrant qu'elle était aussi une défense contre l'expression plus libre des pulsions. Tout comme la symbolisation peut être une défense, moyen de contrôler, de maîtriser les pulsions par la répétition, et donc quelque chose qui n'est plus du tout créatif, mais qui est de l'ordre de la répétition. Euh, L'artiste, indique Freud, donc il trouve un chemin de retour depuis son monde intérieur vers la réalité. Il chemine dans son monde intérieur euh, et il crée, et ensuite il vient porter à nouveau sa création dans le champ social. Euh, mais le détournement de libido qui s'effectue en cours de route peut conduire à la névrose, il est conflictuel. Freud souligne dans son introduction à la psychanalyse qu'il y a des artistes qui échouent ou qu'il y a des échecs de trajectoire d'artistes parce que le conflit était trop fort et le résultat de la créativité n'a pas pu être porté à nouveau, n'a pu être représenté dans le monde extérieur. Euh, Ici, surmonter les écueils de la sublimation s'apparente à vaincre un refoulement pour revenir vers la réalité avec un objet, un produit qui ne sera pas forcément entièrement
satisfaisant ou qui ne sera pas entièrement euh, valorisable, parce que c'est l'activité qui est valorisée et pas forcément l'objet. Et on voit qu'il y a un jeu d'écho entre la réalité interne, la réalité externe, et donc entre le psychique et le social. Freud a parlé du mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, avec une pulsion qui se ferait un chemin dans la réalité par l'activité de sublimation. Alors, il n'a pas beaucoup insisté sur ensuite le fait que euh, il y a un échange, un enrichissement, un gain de subjectivité que la personne qui sublime, que ce soit travailleur, que ce soit artiste, que ce soit scientifique, élargit en retour sa personnalité, qu'elle accroît sa conscience du monde. Ici aussi, Margot Méran apporte quelque chose de ses propres recherches sur l'aliénation au travail, en soulignant que l'activité sublimatoire, c'est celle qui permet à la personne de se désaliéner en introjectant quelque chose qui va élargir sa perception du monde, au lieu de la rétrécir à travers l'effectuation répétitive d'une tâche. Dans l'anorexie, le sujet anorexique mental, indique Margot Méran, cherche à fixer son identité une fois pour toutes, alors que dans la sublimation, il y a un jeu d'écho entre l'intérieur et l'extérieur qui permet un agrandissement de soi, un accroissement de la sensibilité. Christophe Dejour indique: Je suis plus que ce que j'étais avant de travailler. Ce n'est pas simplement un changement qualitatif, c'est aussi un changement quantitatif. Donc, Dejour définit les conditions de travail aliéné comme celles où il n'y a pas cet accroissement de la sensibilité et cet agrandissement de la personnalité qu'on appelle tout simplement, dans les termes les plus communs, l'expérience, le fait d'acquérir de l'expérience. Hein. Il y avait un texte de Walter Benjamin qui euh, pressentait que l'expérience risquait d'être dévalorisée. Autrement dit, l'agrandissement de la personnalité, l'élargissement du moi permis par la sublimation, par l'activité sublimatoire, avec un jeu d'écho entre l'intérieur et l'extérieur, est menacé dès lors que les automatismes supplantent euh, la capacité à agir d'une façon inventive. La sublimation réussie fait retour sur le moi, écrit Christophe Dejour dans Ce qu'il y a de meilleur en nous. Elle fait retour sur le moi sous la forme de l'accomplissement de soi. C'est un temps qui est scandé par un plaisir spécifiquement éprouvé comme un gain de subjectivité, un accroissement du moi, qui aboutit en fin de compte à un accroissement de l'amour de soi. Donc le corps est l'objet d'un investissement positif du fait que l'activité soutenue socialement, valorisée culturellement, apporte aussi un accroissement de la conscience et un élargissement donc de la sphère d'action. Il y aurait bien des échos philosophiques chez Spinoza, chez Nietzsche, que l'on pourrait ici mobiliser autour de cette idée d'accroissement de la capacité d'action grâce à l'expérience. Euh, Ce ne sera pas ce qui nous occupera, bien sûr, maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Et euh, dernière page, dernière page. Voilà. Alors, sur le processus d'élargissement du moi, grâce à la sublimation, euh, on peut l'observer à la loupe dans les échanges entre certains membres de la première génération de psychanalystes, alors entre Freud, Jung et Sabina Spielrein, et entre Freud et Ferenczi, puis également à certains égards entre Winnicott et Mélanie Klein. Euh, le dialogue et les transferts de travail, donc les relations interpersonnelles valorisées, sublimatoires entre ces différents personnages, nous fait voir comment l'activité de sublimation, l'activité sublimatoire, amène un élargissement de la perception, un élargissement du moi. Alors, d'abord, c'est Sabina Spielrein qui est d'abord en premier une patiente, qui nous fait voir que la sublimation intellectuelle, l'activité intellectuelle, lui procure un moyen d'échapper à une emprise.
nommément celle de Jung, qui avait une relation avec elle, qui s'est avérée évidemment aliénante. À travers son activité de pensée, Sabina Spielrein va pouvoir se révolter contre cette emprise. Elle commence par en appeler à Freud et elle élabore une œuvre. Ensuite, une œuvre où elle transfère la vie pulsionnelle dans l'activité de réflexion. Il semble que la production de cette élaboration va permettre à la fois pour Sabina Spielrein une émancipation et une séparation, une révolte, euh, soutenue par un transfert positif sur la personne de Freud. Il y a une adresse nécessaire, même dans le cadre d'un travail institutionnel, même dans le cadre d'une activité apparemment professionnelle neutre, il y a des transferts de travail qui soutiennent, qui portent l'action, qu'elle soit action de pensée ou geste sublimatoire professionnel. Il y a un dénouement de la révolte par une activité productive qui amène un élargissement du moi. Euh, alors, ça peut être une sublimation aussi de pulsions moins nobles. C'est pas nécessairement une sublimation de quelque chose qui est premièrement joli joli, pourrait-on dire. La sublimation réussie passe par une séparation. Ça peut être quelque chose qui est scabreux aussi. La production d'un objet permet de délier certaines relations aliénantes pour passer à autre chose. C'est un processus qui est aussi éclairci en partie par Sander Ferenczi dans un texte qui s'appelle Transfert et introjection, qui a été écrit en 1909. Alors, Ferenczi lui-même, pourtant, n'a jamais vraiment, pour son propre compte, réussi à se défaire de son transfert de travail sur Sigmund Freud. Et peut-être que ce transfert très fort finira par avoir sa peau, parce que Ferenczi lui-même, pourtant, n'a pas pu se séparer, peut-être trop fragile pour se révolter durablement contre la figure du maître. Mais il est d'autant plus sensible à ce qui, dans le transfert, euh, permet un élargissement du moi par introjection. Le transfert, dans le cadre de la psychanalyse, est un cas particulier, c'est ce qu'il écrit, de la tendance au déplacement. On retrouve effectivement cette idée de déplacement de la pulsion, qui peut être névrotique ou sublimatoire, qui est une défense en même temps que c'est aussi une chance, qui peut isoler en même temps que ça peut connecter au champ politique et au champ social. Alors Ferenczi parle d'introjection primitive dans les premières relations de l'enfant, mais c'est aussi le modèle de toute relation interpersonnelle, de tout transfert ultérieur. Donc, il y a finalement équivalence entre introjection et transfert. Ça permet d'introduire des objets extérieurs dans le moi, dans la sphère du moi, et c'est le modèle de tout amour, Differenzi. En dernière analyse, l'humain ne peut aimer que ce qu'il a fait sien. Aimer quelqu'un d'autre, c'est intégrer cet autre dans son propre moi. Et la relation d'objet, l'amour, le transfert sont fondamentalement narcissiques, dit-il, puisque l'objet est intégré dans le moi, il y a une certaine dose de fusion. Bien évidemment, il peut y avoir une maladie introjective, un transfert excessif. Mais dans la sublimation, on observe effectivement, même quand elle est tempérée, euh, un élargissement du moi aux objets qui sont manipulés. C'est ce qui distingue la sublimation d'une paranoïa dans laquelle il n'y aurait pas euh, investissement narcissique des objets extérieurs, mais perception de ces objets comme des choses menaçante parce que non aimée, non aimable, non susceptible de participer au moi. Euh, En conclusion, disons, dans la pratique professionnelle, il y a toujours ce reste d'introjection. Euh, Dans la pratique psychanalytique aussi, on ne maîtrise pas tout du transfert. Alors la supervision, l'analyse personnelle d'un analyste ne suffit jamais à purifier complètement l'analyste. Euh,
il y a un reste de désir non purifié. Dans le travail, il en va de même, dans la création artistique aussi, dans les formations de la culture également, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, la problématique du transfert et de la sublimation demeure toujours aussi susceptible d'être traduite en termes de gouffre euh, du transfert, du contre-transfert, en termes d'ambivalence du sujet pour son propre désir, dans un libre jeu d'identification et de désidentification. Bon, la sublimation est toujours prise dans un dedans-dehors entre involution, donc refermement du sujet sur son narcissisme, et révolte qui le repolitise et qui le relance vers le champ collectif et social. Donc, lorsqu'elle est réussie, la sublimation n'est jamais simplement une narcissisation, un élargissement du moi simplement dans une bulle mégalomaniaque. Euh, Elle pose toujours l'aporie, l'impossibilité de répondre du désir qui est venu soutenir en dernière analyse l'activité sublimatoire culturellement valorisée et soutenue. Ouf, voilà, bien, bien. Bon, merci, merci d'avoir soutenu tout ce travail, quoi. Merci, merci d'avoir supporté de votre présence cet ensemble de questions qui feront l'objet d'un prolongement l'an prochain, donc. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Un grand merci à tout le monde. Avec mes regrets quand même que Margot n'ait pas pu être présente là aussi ce soir. Oui, 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 en présence, effectivement, pas seulement par le Zoom. Bien. Euh, alors, vous pouvez avoir des questions, vous pouvez participer. Non, d'accord. C'était suffisamment roboratif. Ouais, ça va. D'accord. D'accord. Est-ce que peut-être du côté de la salle, si quelqu'un souhaite intervenir? Vous avez ouvert la sublimation Oui, au travail. oui, Euh, il me semblait que Freud limitait aux activités créatives, à la création et à la recherche. alors, Le fait d'ouvrir au travail, bon, vous avez après mis la sur le fait que toute activité de travail n'est pas forcément sublimatoire dans le sens où il y a quand même une part d'expression libre qui ne se trouve pas dans, dans très peu de travail, en fait. l'activité au travail euh, ne peut jamais être entièrement sublimatoire, mais si elle n'est plus du tout une activité sublimatoire, voilà, c'est une part. C'est-à-dire, pour le dire autrement, un travail satisfaisant, c'est un travail qui est en partie effectué de manière égocentrique et égoïste. On pourrait le dire ainsi. Mais tout le travail, enfin, c'est pour le dire comme ça, en des termes comme ça, non techniques, quoi. Tout le travail ne peut pas être évidemment égoïste, égocentrique, et l'activité sublimatoire ou la part sublimatoire de l'activité professionnelle, si elle est présente, elle est sûrement suffisamment satisfaisante pour créer un partage et un souhait de collectif et de socialisation. Je dirais ça ainsi, je dirais là où les pulsions, même désexualisées, se satisfont à travers l'activité créatrice, il y a un désir ensuite d'aller vers les autres pour en partager quelque chose. Et donc l'égoïsme vital dans l'activité sublimatoire est un égoïsme qui porte ensuite au partage plutôt qu'au repli sur soi. Si effectivement ça ne vire pas
aux symptômes, voilà, à la pure résistance, quoi. Voilà, dont l'exemple est donné un peu par Balzac dans la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu, hein, bien sûr, mais ce risque existe, il y a toujours une possibilité que l'activité sublimatoire devienne une activité, disons, euh, tellement satisfaisante qu'elle ne fait plus qu'enivrer, on va dire, la personne elle-même, qu'elle vire à l'addiction ou à la confusion des langues d'irréférencing. Mais pour revenir à ce que vous disiez, euh, c'est le débat entre Christophe Dejour et Freud. Alors, Freud ne le dit pas, mais il le laisse penser tout de même que il n'y a pas que l'artiste ou le scientifique, hein, qui sublime potentiellement. Freud ne le dit pas, mais il dit il y a un détournement de la pulsion vers des activités socialement valorisées. Bon, ensuite, il donne l'exemple, en fait, dans un de ses textes. Ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'exemple de l'artiste et du chercheur. L'artiste éprouve du plaisir, de la joie à créer, il donne corps aux formations de son imagination. Le chercheur à résoudre des problèmes et à reconnaître la vérité. Euh, donc, il donne des exemples dans un texte dans le Maison de la culture. Ça ne veut pas dire que, euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a que l'artiste pour Freud ou le chercheur qui sublime. C'est une activité détourne l'énergie pulsionnelle au service donc de certaines pratiques valorisées culturellement. Après, effectivement, Christophe Dejour, lui, concrètement, il va montrer le travail dans son quotidien, tantôt sublimatoire, tantôt non sublimatoire ou désublimatoire, et voilà, il va illustrer la palette tantôt des souffrances, tantôt au contraire des émancipations ou des potentiels de, disons, d'élargissement de l'expérience et du moi au travail, quoi. Mais bon, ouais, c'est pour ça qu'on peut continuer d'avancer. Mais Pardon, du coup, des effets qui sont tout à fait contemporains et que la notion de travail à l'époque de Freud, ou le secteur tertiaire, pour prendre une notion n'existe pas du tout, où c'est effectivement une sublimation vers la création artistique. Pour de jour, le travail a une autre valeur, un autre regard, et on est passé par le jeu du syndicat, la syndication. Oui, c'est ça, c'est pas le La même. question substantielle de ce que veut dire le travail entre les deux époques. Oui, oui. Et je pense que c'est à prendre en compte dans la façon qu'ils vont d'aborder la sublimation vers le travail. Certainement aussi, hein, c'est notre époque du travail. Freud vivait dans un temps, effectivement, où c'était plutôt l'industrie lourde et l'aliénation. Oui, 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 c'est ça, effectivement. Voilà, en effet, bon, c'est un milieu social, c'est le milieu social de Freud, c'est la Vienne freudienne, euh, et on peut penser à Alfred Adler qui est allé euh, initier l'étude des conditions de travail. Alfred Adler, euh, qui s'est fâché avec Freud, mais qui a quand même été intéressant dans la mesure où ça a été un pionnier de l'ergodynamique, de la psychosociologie du travail. Le premier à s'intéresser aux souffrances professionnelles en psychologue, en tant que, effectivement, analyste. Alors, bon, Adler a eu un destin un peu compliqué, parce que par ailleurs, il a adopté une théorie extrêmement répétitive et refermée sur elle-même, selon laquelle bon, toute névrose était le produit d'un sentiment d'infériorité qui était dépassé sous forme de sentiment de supériorité. Et c'est vrai que ces textes répètent ça à foison, et Freud a fini par s'énerver en disant que la clinique, c'était d'abord la découverte de la singularité et pas le fait de plaquer toujours des mêmes raisonnements sur tous les patients. Donc ils se sont quittés fâché. Mais ça n'a pas empêché Alfred Adler après de continuer ses recherches sur la psychodynamique, d'être même, même à certains égards plus célèbre de son vivant que Freud aux États-Unis, et donc bon, de poursuivre un peu sa carrière. Bon, mais justement, Alfred Adler
comme ça, ce pionnier de la psychosociologie ou de l'ergodynamique, c'était quelqu'un qui était dans une famille de gens qui étaient très investis dans le Parti social-démocrate. Voilà, il a eu un frère qui était un des leaders du communisme autrichien, et il était lui-même fils aussi, je crois, d'un dirigeant social-démocrate, me semble-t-il. Donc, voilà, ce n'est pas les mêmes socialisations, ce n'est pas les mêmes sensibilités au même type de travail et au même public. Il y avait une ébullition quand même à l'époque de Freud autour de Vienne, autour de la question social-démocrate, de mettre la psychanalyse au service de tous. Ça existait, pas que Adler, mais effectivement, c'était quelque chose que Freud soutenait de loin. Freud soutenait, mais de loin, quoi. De loin, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se voit aussi dans la correspondance qu'il a eue avec Paul Federn, qui était justement quelqu'un qui avait voulu participer à la création d'un centre de consultation gratuite psychanalytique à Vienne, qui ne s'est pas fait pour des motifs compliqués. Freud voulait bien donner de l'argent, mais pas donner de son temps pour ça. Parce qu'il considérait que ça lui prenait du temps sur ses activités de consultation, sur sa théorisation, et que son bébé, c'était la psychanalyse, et que après lui, il était vraiment dans cette théorisation, dans cette promotion de la psychanalyse, et que le fait de la mettre au service du plus grand nombre, il soutenait, il était content, mais il disait que ce soit ceux qui veulent le faire qu'ils fassent, quoi. Euh, voilà, on peut clore peut-être hein, cette année. Je crois on a suffisamment sublimé. On peut maintenant retourner vers le champ extérieur et ressortir, aérer. Merci beaucoup, sincèrement. À bientôt. À bientôt. Merci. Un grand merci.